L'insalubrité dans la ville de Lomé. Les sachets plastiques partout dans les rues et les caniveaux bien remplis. Dans certains quartiers même, il arrive que ça pue. Chers téléspectateurs, aujourd'hui on en parlera, mais revenons juste après ceci. Bonsoir chers téléspectateurs, nous voilà donc de retour sur ce plateau, un plateau sur lequel je ne suis d'ailleurs pas seule, je suis avec deux chaleureux invités. À ma gauche, nous avons Monsieur Guy. Monsieur Guy, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Et à ma droite, Madame Marie. Bonsoir madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors Monsieur Guy, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce que c'est pour vous l'insalubrité? Quelle est pour vous la notion de l'insalubrité? Bon, je dirais que l'insalubrité fait partie des composantes du droit administratif, si je dois l'appréhender avec ma casquette de juriste, si vous le permettez. Donc, fait partie des composantes, n'est-ce pas, de l'ordre public. Parmi les composantes, vous avez la sécurité, la tranquillité, l'insalubrité, qui viennent en troisième position et qui constituent l'une des activités principales des pouvoirs publics. Alors, sa définition, du point de vue du droit positif, est très réductrice, en ce sens où, quand on déploie tous les canons législatifs et réglementaires, on se rend compte que la définition, elle n'est pas aussi conséquente. C'est pourquoi on convoque d'autres réalités comme les politiques publiques d'assainissement, les mesures préventives d'assainissement. Donc, tout cela forme ce qu'on appelle l'insalubrité publique. Et l'insalubrité publique, pour ainsi le résumer, ce sont des diverses mesures qui permettent au pouvoir public, n'est-ce pas, de pouvoir rendre les rues propres, les quartiers, pour permettre à l'homme de vivre normalement dans un environnement sain. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Alors, Madame Marie, vous qui êtes technicienne d'hygiène et d'assainissement, qu'est-ce que c'est pour vous l'insalubrité? Hygiéniste et environnementaliste, je définirai l'insalubrité comme la présence des nuisibles, la présence de tout ce qui est déplorable pour la santé et qui est nuisible à la santé publique. Comme exemple, je pourrais citer les déchets un peu partout dans nos villes, dans nos maisons, derrière nos maisons. Je pourrais citer les odeurs nuisibles créées par ces déchets. Je pourrais citer les caniveaux remplis. Tout ça fait partie de l'insalubrité. Merci. Alors, Madame Marie, malgré tout ce que l'État fait, les mesures mises en place pour que Lomé soit une ville propre, pourquoi nous avons toujours ce problème dans notre ville? Ce problème est lié à une partie à la négligence. Parfois au manque comment dirais-je, d'installation sanitaire. Au manque d'installation sanitaire, parce que si nous sortons actuellement dans la ville de Lomé, combien de poubelles nous pouvons trouver au bord de la route? Exactement. Et combien sont remplies et qui ne sont pas dégagées? Nous pouvons citer l'insuffisance des services de collecte aussi, et le manque d'information aussi des fois. Parce que je pense que si la population, même si nous pouvons citer la négligence, je pense que si nous sommes plus informés sur les conséquences, les méfaits de la malgestion des déchets, je pense que nous pourrons faire plus d'efforts. Donc, l'insuffisance de sensibilisation. Merci beaucoup, Madame Marie. Alors, Monsieur Guy, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet en tant que juriste? Je crois bien que Madame a fait un résumé succinct de tout ce qui peut être lié aux causes de cette instabilité publique. Et je dirais que c'est un peu lié à l'explosion démographique,
Parce que quand nous remontons un peu à l'histoire de l'urbanisme de la ville de Lomé, il est dit que dans les années, je pense après les indépendances, où on avait même parlé de la belle capitale de Lomé, de la Suisse même de l'Afrique. Et depuis un certain temps, on a observé un recul, n'est-ce pas, de la pratique d'assainissement de cette capitale-là qu'est Lomé. Alors, les causes, oui, l'explosion démographique, il y a cela, mais aussi cette négligence, je dirais, de la part même de nous les citoyens, parce que tout compte fait, je considère que le citoyen est l'entier responsable de tout ce qui se passe dans sa communauté. Fondamentalement, que les pouvoirs publics doivent naturellement mettre en place un certain nombre de dispositions, un certain nombre de politiques publiques, mais il revient de droit à chaque citoyen de prendre conscience de l'ampleur du phénomène et poser des conséquences qui puissent aller dans un sens où il faut créer un environnement beaucoup plus sain. Donc je dirais que oui, du côté des pouvoirs publics, il y a des insuffisances en matière de politique publique d'assainissement. Du côté des citoyens aussi, il y a des négligences. Parfois, on pose certains actes qui, par négligence, par, je ne sais pas comment le dire, pas négligence, oui, mais peut-être par manque d'informations, comme Madame l'a dit, parce qu'on n'imaginerait pas les conséquences qui nous attendent demain. Donc, c'est toutes ces réalités-là qui constituent les causes fondamentales, n'est-ce pas, de cette insalubrité publique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Guy. Alors, pour vous, quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur nous, d'abord en tant que citoyens, en tant que personnes, sur la société en général et sur tout le Togo? Bon, l'individu, en réalité, n'est pas hors de la société. Quand on parle de l'individu, d'abord, c'est un être vivant dans une société. Et la première cible, c'est l'individu qui est en partie. Parce que, en réalité, les différentes conséquences comme les maladies que l'on pourra éventuellement contracter, c'est d'abord l'individu qui subit naturellement les premières conséquences. Et la seconde conséquence pour moi, aujourd'hui, pas plus que tout récemment, quand on parle des inondations, quand on parle je sais pas, des débordements, des déchets plastiques dans les maisons, dans les ménages, et ce sont les différentes conséquences que nous sommes en train d'assister. Et c'est déplorable quand même qu'on puisse véritablement arriver à ce stade-là. C'est déplorable parce qu'on jette tout l'anathème sur les pouvoirs publics, que c'est l'État qui doit tout faire. Aujourd'hui, avec la décentralisation, il est bien vrai que des compétences ont été dévolues aux communes qui puissent quand même alléger un tant soit peu l'État dans l'exercice de ses pouvoirs régaliens. Mais ce qu'on assiste, c'est que parfois, c'est l'individu qui continue, le citoyen qui continue toujours à poser des actes qui entrent en contradiction avec les politiques publiques initiées par les pouvoirs publics. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Madame Marie, quelles sont les conséquences que cela a sur notre société aujourd'hui? Parlant de conséquences, je pourrais citer la propagation des maladies infectieuses, la détérioration de la qualité de l'air et de l'eau. Parce que, quoi qu'on dise, quand nous parlons des odeurs, c'est l'air qui prend un coup, et vu que les déchets sont déversés un peu partout, l'eau est la nappe phréatique est touchée, est contaminée, et ce qui agit sur l'eau que nous consommons, l'eau que nous utilisons. Et personne dans Lomé ici ne peut dire qu'il s'est levé un matin, il n'a pas bu de l'eau toute la journée, il ne s'est pas douché, n'a pas fait de vaisselle. Donc, directement, ce n'est même pas indirectement, directement nous subissons les conséquences. Mis à part ça, il y a l'effet négatif sur le tourisme. Quand la ville est sale, je me demande qui va vouloir venir. On parle de Lomé la Belle, Lomé la Belle. Aujourd'hui, est-ce que Lomé est toujours la Belle? Je ne sais pas. Alors, nous restons sur cette question. Est-ce que Lomé est toujours la Belle? Mesdames et messieurs, nous revenons juste après ceci.
Nous voilà donc de retour sur ce plateau. Alors, Monsieur Guy, nous étions tout à l'heure en train de parler des conséquences que cela a sur notre société, sur nous-mêmes en tant qu'individus. Socio-économiquement parlant, quelles sont les conséquences que cela a, l'impact que cela a sur notre vie? Sur notre vie, bon, naturellement, comme je l'ai dit à l'entente de cette émission, que l'homme d'abord est la première cible qui endosse, n'est-ce pas, ces conséquences-là. Donc, si véritablement il y a ce genre de situation, ça aurait dit que l'homme est exposé à diverses maladies. Donc, si l'homme est affecté, ça aurait dit que ça ralentit, n'est-ce pas, la production économique. Et parce que la santé de l'homme est la première source, n'est-ce pas, d'un développement économique. Quand le capital humain est atteint, ça aurait dit que ça a des incidents même sur le plan social. Sur le plan social, parce que l'homme qui est au centre de tout, qui doit supporter sa famille, qui contribue aussi du point de vue fiscalement à l'État, ça aurait dit que naturellement ça va affecter. Ça affecte l'économie, ça affecte l'écologie même, ça affecte beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Donc ça ralentit du coup la production économique et ça met en faillite l'État. Exactement, comme vous voulez de le dire, un gars qui vient d'être mis à la porte parce que voilà, dans son quartier, il n'a pas pu ramasser en tout cas toutes ses affaires et tout. Ce gars-là va chercher à nouveau à se reconstruire, tout ça là, ses activités sont mises en pause. Je pense que ça ralentit l'économie. Pas seulement le sien, mais aussi de l'État tout entier. Oui, ça impacte tout le communauté, je dirais, parce que regardez un peu les dernières actualités sur l'inondation à Lomé, où certains quartiers ont été déclarés des quartiers à haut risque. J'imaginerais ceux qui vivent là-bas, s'ils doivent se déplacer pour mener leurs activités, retourner peut-être dans la soirée, c'est très compliqué. C'est très compliqué, les enfants, si les enfants doivent y aller à l'école et qu'on se retrouve dans ces genres de situations, c'est très compliqué. Donc en réalité, c'est une interpellation, c'est un questionnement existentiel qui doit amener l'homme à prendre conscience. Alors Madame Marie, est-ce que vous avez des ajouts à faire sur ce sujet? À part rappeler peut-être que quand nous parlons de conséquences, nous parlons de maladies. Et parlant de maladies, nous avons plus les maladies liées au manque d'assainissement, les maladies liées est-ce que vous pouvez nous dire ces maladies-là pour que nos téléspectateurs puissent être au courant de ces maladies? En tout cas, ce que nous avons tout le temps, c'est les infections plus alimentaires, parce que vu qu'il n'y a pas l'assainissement, en tout cas, l'autre fois, j'ai fait cet exercice-là d'aller demander les taux de consultation pour mon mémoire liés aux maladies liées aux maux de ventre, par exemple. Et c'était énorme. Par exemple, dans le quartier de Songo. C'était vraiment énorme. Et nous ne sommes pas sans savoir que quand le choléra arrive à Lomé, ce sont des quartiers qui sont les plus touchés. Et ce sont des quartiers qui manquent d'assainissement. Et si nous ne faisons pas beaucoup d'efforts, si nous ne faisons pas attention, ce ne sera pas seulement les seuls quartiers à être atteints lorsque ces maladies vont venir, mais tout Lomé. Parce que de jour en jour, nous assistons à une rapidité, une croissance démographique. Oui, démographique. Et non seulement ça, la gestion inefficace des déchets, tous les jours, ça se remarque. Si rien n'est fait, si on ne prend pas conscience, je pense que nous aurons de très graves problèmes liés à la santé les jours à venir. Alors, merci beaucoup, Madame Marie. Et qu'est-ce que nous, en tant que Togolais, nous devons faire pour remédier à tout ce fléau-là? Parce que ça ne nous cause pas seulement des problèmes d'inondation, mais de santé. Dans la rue, on dit Lomé la belle, c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, Lomé est toujours la belle? En tant que Togolais, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que ce fléau est en train de prendre de l'ampleur et chercher à remédier à ça. Chercher à remédier à ça, c'est de mener des actions éco-responsables. Et lorsque nous parlons d'actions éco-responsables, c'est de ne pas jeter des déchets un peu partout, de
de ne pas boucher les caniveaux avec des déchets que nous jetons, les déchets plastiques surtout, de faire l'effort d'aménager notre entourage, de ne pas jeter les déchets comme on veut. Je ne parle pas seulement de déchets plastiques, je ne parle pas seulement de déchets solides, mais aussi de déchets liquides. Nous avons l'eau de toilette que nous déversons sur les routes, c'est des causes d'insalubrité. Si nous pouvons revoir nos manières de gérer les déchets, je pense que nous aurons à faire beaucoup d'efforts pour réduire, en tout cas, le peu que nous pouvons faire, c'est de réduire cette insalubrité-là, en attendant de faire appel à l'État pour que lui aussi fasse ce qu'il peut faire. Alors, monsieur Guy. Je pense que la responsabilité, elle est à deux niveaux. Elle est à deux niveaux du côté des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État et ses démembrements comme les collectivités territoriales, bref, les services publics d'assainissement. Il est bien vrai que depuis 2005, je crois 2005-2010, avec la création d'une structure qu'on appelle ANADEB, bon, il y a ANADEB, il y a comment on appelle ça, ANASAP aussi, donc qui constitue des viviers phares pour l'État de pouvoir accompagner surtout les acteurs, notamment les collectivités décentralisées comme les communes. Ils font leur job chaque jour. Quand je fais des petits tours en ville, vous les voyez toujours en gilet orange. Donc ils font quand même le minimum. Mais le gros souci, c'est l'individu au fait qui constitue, qui limite l'action de l'État au fait, parce que l'État pourra éventuellement exprimer sa volonté de mettre en place des mécanismes, des institutions, des mesures. Mais si l'homme, et tant qu'individu, ne prend pas conscience des conséquences du retour des actes qu'il pose, ça voudrait dire que ces actions sont vouées à l'échec. C'est en tout cas le lieu pour nous d'exprimer notre doléance et d'attirer l'attention des uns des autres sur ces méfaits, sur les conséquences des actions que nous posons et dire qu'en réalité l'État, c'est nous-mêmes. Alors, si on continue toujours pas à jeter l'anathème, jeter l'opprobre sur l'État comme c'est l'État qui est défaillant dans sa mission de gestion du service public, ça voudrait dire que nous sommes en train de réduire à courte durée notre vie sur Terre. Donc, c'est une urgence qu'il faut amener les gens à prendre conscience et aussi de durcir les mesures préventives et aussi les sanctions. Parce que vous ne verrez jamais nulle part comme en France, par exemple. S'ils sont arrivés à ce stade, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait au niveau des individus. Les individus ont pris conscience. Aujourd'hui, vous verrez des gens qui sont carrément après à savoir manger un truc et jettent sur le goudron. Quand vous l'interpellez, il vous dira que ce n'est pas dans le salon de ton papa. Donc ce sont des comportements qui freinent l'élan de l'État à pouvoir assainir notre ville. Donc on aimerait bien véritablement retrouver cette lettre de noblesse, n'est-ce pas, cette belle image de Lomé qu'on a eu à écouter selon les témoignages. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je considère qu'il faut durcir les tons, il faut sensibiliser, et puis bon, voilà quoi. Il faut contraindre les gens à respecter l'environnement. Merci beaucoup, monsieur Guy. Chers téléspectateurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez que nous pouvons faire tous ensemble, vous et nous, pour que Lomé soit la belle, comme on le dit autrefois. Alors, madame Marie, je voulais en revenir, mais j'ai voulu qu'on parle de nous d'abord, nous citoyens d'abord, avant de parler de l'État. Qu'est-ce que vous pensez? L'État fait déjà quelque chose, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire encore? Ou qu'il peut faire mieux pour que voilà, Lomé soit vraiment cette ville tout en beauté, toute salubrée. Merci. Je pense que M. Guy l'a dit, l'État c'est nous. Et si l'État c'est nous, il faudrait que nous-mêmes nous mettons plus l'accent sur nous avant de parler de l'État. L'État fait ce qu'il peut faire. Il y a ANASAP qui est là. Il y a les communes qui ont signé des contrats avec des petites structures de collecte de déchets pour déverser à la CET, le centre d'enfouissement technique de ARP. Ils font ce qu'ils peuvent faire. C'est à nous de les aider. Et quand je dis qu'ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'effectivement, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais si je dois dire quelque chose, c'est peut-être de lancer un appel vers mes collègues
techniciens d'hygiène d'assainissement qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les mairies, peut-être, comme M. Guy l'a dit, de durcir les sanctions. Parce que oui, il y a... Alors, madame, en faisant quoi, s'il vous plaît? Ouais, il y a déjà une liste d'amendes qu'on a au niveau des techniciens d'hygiène d'assainissement. Par exemple, quelqu'un qui verse de l'eau sale sur la route est sanctionné normalement. Il y a des amendes. Des amendes qui quittent de 5 000 à 100 000. Si. Il y a des amendes qui vont jusqu'à l'emprisonnement des fois. Je pense que si 2-3 personnes paient l'amende, ça va changer les choses. C'est vrai qu'on a peur d'amender les gens. C'est vrai que des fois, la politique est mêlée à notre activité. Et quand je parle de politique, c'est que je sais de quoi je parle. Des fois, quand tu arrêtes une personne parce que cette personne n'entretient pas sa maison et que peut-être un haut placé appelle pour dire pourquoi est-ce que tu es parti faire ceci, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Ce que je demanderais aussi, c'est que la politique ne se mêle plus aux activités d'assainissement. Si nous voulons vraiment atteindre l'objectif fixé, c'est qu'il va falloir laisser les techniciens d'hygiène d'assainissement faire leur travail comme il le faut pour que nous puissions atteindre l'objectif. Durcir les sanctions, je suis pour. Alors, Madame Marie, si je comprends bien, il arrive des fois que lorsque les services d'assainissement veulent amender des personnes qui ne sont pas en règle, ils ont des contacts et tout, haut placés, on va dire, qui appellent pour dire non, pourquoi vous sanctionnez telle personne. Il y a des contraintes. Je me rappelle en 2019, quand j'étais... En 2018-2019, quand j'étais en stage à Kodofi à Copé, nous sommes confrontés plusieurs fois à ce genre de situation. Et je pense qu'il va falloir que ça s'arrête. Ça s'arrête. Ouais. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Parce que voilà, madame a déjà vécu la situation, lui. Vous aussi, en tant que citoyen, est-ce que vous avez déjà eu à voir des gens qui enfreignaient la loi, mais que voilà, rien ne se passait et tout? Bon, partout on passe, le politique il est toujours présent. C'est un monstre qui nous suit partout, c'est comme notre homme. Mais la question est de savoir si vous mettez en place au travers vos diverses actions pour empêcher l'autorité d'exprimer sa volonté, ça voudrait dire que vous ne faites pas du tort à la société, vous faites du tort à vous-même. Bon, malheureusement, j'ai jamais vécu une situation pareille, mais si ça arrivait, ça voudrait dire que nous sommes en train de faire entorse, n'est-ce pas, à l'État, on fait du mal, n'est-ce pas, à la société, et c'est très maladroit pour des gens qui constituent des piliers phares même de l'État, de la société togolaise, de la nation togolaise. Donc, il faut encourager des initiatives pareilles. Donc, c'est tout à fait normal. Ça rentre dans nous, notre avantage, comme on le dit. Nous sommes en partance. Et ceux même qui nous ont désiré d'évancer sont partis et nous sommes en train de subir les conséquences de leurs actes. Si on ne fait rien, si on continue dans cette démarche de flexibilité, je ne sais pas, comment dirais-je, d'indifférence, voilà, d'indifférence, soit disant que bon, si je mène une telle action, l'action sera controversée parce que il y a des pôles d'influence qui, n'est-ce pas, restent dominés sur le terrain. Ça voudrait dire que demain, peut-être ce sont nos enfants ou bien nos arrière-fils qui ne vont même pas venir. Aujourd'hui, quand on parle d'immigration écologique et autres, ce sont les différentes causes aussi. Pourquoi les gens quittent telle région pour venir s'installer dans telle région? Les gens quittent l'Afrique pour aller en Europe pour le bonheur. On peut le concevoir ici. Donc, ce sont des différents facteurs qui contribuent, n'est-ce pas, à réduire l'action de l'État. Et pour moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ces genres de comportement. Il faut décourager plutôt ces acteurs qui veulent en faire leur business. Et il faut les décourager. Et je compte véritablement sur la force de l'État, la force publique. Et pas forcément qu'on puisse définir, concevoir les choses avec une répression. On doit prendre conscience de ce qu'on fait. Et puis, moi, je dis, on n'a pas forcément besoin d'un policier ou d'un gendarme derrière nous. Un individu responsable, un individu équilibré mentalement, tu n'as pas besoin d'avoir un gendarme derrière toi pour faire ce que tu dois faire. Je ne sais pas. Donc, c'est ça, en fait.
Okay. Tout à l'heure, vous vous êtes mis d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner. Mais est-ce que vous pensez que la population, elle est tout à fait au courant, au taquet de toutes ces lois-là? Parce que moi, par exemple, ou sinon, je peux dire, un individu lambda qui est dans sa maison, qui vient parce que voilà, on a goudronné devant chez lui et il n'y a pas quelque part où il peut jeter son eau, il le met, voilà. Et là, mais est-ce que vous pensez que cet individu-là, lorsque vous allez vouloir lui dire, voilà, faire des remontrances, voilà, c'est puni par la loi, on va te punir, tu seras recommandé, est-ce qu'il sera, je ne sais pas, il saura reconnaître, voilà, qu'il est en tort? Les sanctions ne viennent pas en même temps. Les sanctions viennent après des sensibilisations. Et quand nous parlons de sanctions, ce n'est pas aujourd'hui tu le fais, on te voit, on te dit voilà, tu dois payer l'amende. Non. Des fois, c'est 2 fois, 3 fois. Et c'est quand on sent que tu ne veux pas changer. C'est vrai, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas vraiment le contour de ce qui se passe. C'est pourquoi quand on remarque que tu fais quelque chose, on te dit voilà, ça doit pas être fait comme ça. L'autre doit pas être versé. Il faut un puisard, par exemple. Normalement, quand vous construisez vos maisons, il faut un puisard pour la douche. Et puis, il y a un autre puisard pour les eaux domestiques, normalement. Mais, excusez-moi de venir vers là, mais quand on veut construire une maison normalement, on ne doit pas seulement voir l'architecte. Il faut voir aussi le technicien d'assainissement pour valider aussi le plan, pour vous aider à orienter ce que vous devez mettre comme ouvrage d'assainissement. Tant que ce n'est pas fait, vous allez faire des constructions qui demain nécessiteront des retouches. Parce que oui, moi je crois que nous sommes en train d'aller vers un Togo où les lois seront appliquées, où les maisons seront construites comme il le faut, où l'assainissement sera respecté. Alors dès maintenant, pour ceux qui veulent construire une maison, bien ceux qui sont en train de construire, il faut demander conseil pour qu'on puisse vous orienter afin d'avoir de bonnes constructions. Pour ceux qui ont déjà des constructions qui ne respectent pas forcément ce que nous sommes en train de faire, il y a des techniciens dans les communes, il y a des techniciens dans des CMS et tout. On peut toujours les approcher pour voir dans quelle mesure revoir la façon de gérer les déchets liquides et solides. Je pense qu'il y a forcément une solution. Les sanctions, ça vient après des sensibilisations. Et si on te sanctionne, c'est que tu méritais cette sanction. Alors, merci beaucoup. Monsieur Guy. Bon, tout à l'heure, quand je voyais Madame exposer sa plaidoirie, ça m'a fait un peu sourire. C'est ça aussi le problème, parce que c'est un peu lié aussi à notre pauvreté, c'est lié aussi à l'analphabétisme des populations, des gens qui comprenaient absolument rien. Je me rappelle un jour, dans le cadre d'une mission, on s'est retrouvé avec un monsieur parfois qui ne sait pas la commune dans laquelle ce monsieur se retrouve. Donc, c'est un peu compliqué. Ça complique le travail, n'est-ce pas, de l'État et les collectivités territoriales. Maintenant, c'est qu'il faut essentiellement recruter encore une ressource humaine beaucoup plus importante pour aider ces populations à comprendre les différentes mesures qui se prennent du jour au jour, quoi. C'est très important parce que un monsieur qui comprenait absolument rien, que vous apparaissez un jour avec votre gilet pour lui dire que vous allez sanctionner, le gars il a souffert pour construire sa maison, vous allez lui dire de vous présenter un permis de construire, pour lui c'est étrange, vous l'amenez en Jupiter, il va rien comprendre. Donc il faut continuer toujours par expliquer et puis créer des petits forums où on va, je pense que avec la décentralisation, le processus suit très bien son cours. Et quand vous regardez un peu le schéma qui s'est dessiné, on parle de CVD, on parle de CDQ, des acteurs très importants qui contribuent à expliquer les actions que prennent les collectivités décentralisées. Je pense que ça va y aller, mais aussi c'est l'occasion pour nous qui sont en tout griffe des lettrés, des personnes instruites, de continuer toujours par sensibiliser notre entourage. C'est très important. Bon, parfois que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous insulte parfois parce qu'il vous dira que ce n'est pas dans votre maison, dans votre salon. Parfois, les bonnes dames aussi qui vont au bord de la route.
elles ont ce réflexe-là de pouvoir déverser les choses. Quand vous l'interpellez, vous dites, ah, faut vous dire, bon, c'est pas dans ton salon, je suis désolé. Donc, il faut quand même les approcher, les expliquer, et puis bon, ça finira par prendre un avol assez intéressant. Moi, je crois quand même, je suis optimiste, je crois que bon, on va retrouver, n'est-ce pas, cette belle image de Lomé. Alors, chers invités, j'espère que tous les deux, en tout cas jusque-là, vous avez des idées de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez les partager avec nous, des idées? Comment sensibiliser la population pour que voilà, le problème soit résolu ou à même Ouais, bon, je pense que individuellement, l'action n'aura pas un écho retentissant. Il faut se mettre en association ou bien en groupe des jeunes. Peut-être vous adressez juste une demande auprès de la mairie qui est territorialement compétente. Vous dressez un certain nombre d'actions que vous voulez mener dans votre quartier, peut-être dans votre canton. Et je pense que la mairie a quand même la possibilité ou bien le droit de vous donner une suite favorable, parce que ce que vous voulez faire, c'est dans la citoyenneté, ça rentre, n'est-ce pas, dans le cadre de l'assainissement. Donc il faut commencer par là. Individuellement, l'action n'aura pas un écho assez retentissant. Donc il faut se mettre en groupe de jeunes, 4, 5, et puis bon, là, vous déroulez plutôt un plan d'action qui peut-être sera validé par l'autorité communale, parce que vous savez, dans un état de droit comme le nôtre, il faut absolument avoir l'aval de l'État pour pouvoir mener certaines activités. Et donc, il faut s'adresser aussi, je pense, aux SMS et aussi certaines personnes ressources qui peuvent vous accompagner peut-être techniquement, comme l'ANADEM ou bien la NASA, qui sont très bons calés dans ce domaine-là aussi. Et puis bon, voilà, moi je me rappelle, moi ça m'arrive parfois de pouvoir rédiger des articles sur l'environnement, et puis c'est aussi un droit fondamental parce que c'est pris en compte dans notre constitution. Donc il faut intensifier comme de pareilles émissions que nous sommes en train de faire. On ne détient pas le monopole de la vérité à la question, mais je pense que notre voix peut porter route, et puis bon, voilà quoi. Si ça peut amener les uns les autres à prendre conscience qu'après tout, c'est nous, notre vie qui est en jeu. Exactement. Alors, Madame Marie. Étant une jeune activiste, je pense que moi, je vais peut-être plutôt faire appel aux autres jeunes engagés. Je ne savais même pas qu'elle était activiste. Et les faire comprendre qu'être engagé, vivant dans un environnement, c'est d'abord s'engager pour la propriété de cet environnement-là. Tu peux être engagé pour les droits de la femme, tu peux être engagé pour que sais-je, mais tant que tu vas vivre dans un environnement insalubre, excuse-moi, mais ton engagement pour moi, ça n'a pas de sens. Alors pour moi, avant d'être engagé pour toute autre cause, il faut être d'abord engagé pour son environnement, pour la préservation de son environnement. Continuez pas à sensibiliser, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, tous ces réseaux sociaux que les autres utilisent pour s'amuser. Je pense qu'on peut les utiliser pour passer des messages, pour aider les gens à mieux prendre soin de leur environnement. Je vais continuer par dire que si quelqu'un pose un acte qui n'est pas vraiment ce que nous attendons de lui, on peut le rappeler à l'ordre sans forcément le faire passer par le diable. Parce que des fois aussi, ça dépend de la façon dont nous leur parlons. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes patiences pour parler avec quelqu'un. Peut-être on n'a même pas assez de temps pour pouvoir le faire. Exactement. Mais des fois, j'ai déjà vu des vidéos où quelqu'un prend et dépose dans la poubelle. Bon, je pense que si la personne qui a posé l'acte, si la personne est consciente, quand il va partir, je pense qu'il ne fera plus la même chose. Il y a de petites actions que nous allons mener pour sensibiliser, et je pense que nous allons pouvoir y arriver. Merci beaucoup à vous, chers invités. Monsieur Guy, vous allez adresser un message, regardez la caméra, vous adressez un message à la population togolaise, aux citoyens de Lomé, sur l'insalubrité. Comment faire pour rendre Lomé propre, mais dans votre langue maternelle? C'est très compliqué. Alors regardez, vous leur parlez à cœur ouvert. Bon. Je ne suis pas habitué à cet exercice, mais je vais essayer et voir si ça peut marcher.
Bon, Togo Nsu. Les taux mon popoya, benya pompo na mia nono. Des oui, au global environnement, allo assainissement, ça aurait été bien et miabe depuis on allo miaba ni mo poa wako mia no ditien no mais mais comme ça mila non sincère ni nyate woto qui miao donc et nous nous adun la mais après tout à la sortir ça va être congolais chez nous allo et je sais pas trop hein bon voilà il y a un petit dor ne doit battre nya popo na ni nya popo ba mo ko la bloti kuto la bovan la be lo mais enfin auto fi ici mo il fait les que fin quoi nya be yi ko bobo son là non clean quoi donc nya qui m'a dégleur monsieur Guy alors madame Marie vous regardez la caméra juste en face de vous et vous adressez un message à cœur ouvert à la population. Ok. Bon, je suis Adja Idétré. Mais bon, je vais essayer. Et non, il y a beaucoup d'années. Non, vignon, faut faire le d'années. Nto, mon tedi, maman, non, tu te vas m'appeler. Après, donc, tu t'as remis, mi poko mi karo kote me. Et ben, il y a ti mi nous connais. Fi mi non éco. Quand il y a ti mi a so plomb récupérer. Yo keke minya mone to huti mi lele ko ne mi le klo kofi mi do ne mi so ko shiwo so dan pe fi le pipi ne e shiko di no fi le pipi no mi enana edolele ti wa te an hero mi no pari donc subo e so no for pari ne amuzi ko le e shimano manyo me boy so no do me do ami eno keke na no mi le no do gashaga me azan ho gbagbari ne mi ate an tashi et du coco, myoba denu, fio mizanko. Donc depuis petit mitoko, mi atteint son myoho à son nubu, so waso dado. Egbe yoka mi shame, ajanu niu, evebevenu kablenyu, negbe nyatin se konuti mukopwa. Na hon, akloko wa gbadenu, alebe no wa gbewe, alebe no shikodiye, ne mi atteint agbenule idololobo. Merci beaucoup à vous. Alors on applaudit, merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. J'espère que voilà, nos invités, nos chaleureux invités vous ont édifié en tout cas. Et donc, on se retrouve à la prochaine.